tribunal, vous vous levez s'il vous plaît, vous éteignez votre téléphone. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. J'appelle le dossier numéro 1. Vous allez là-bas, s'il vous plaît. Merci. C'est du fond, c'est du... Bon, alors vous êtes Monsieur Bruno? Oui. Vous pouvez vous présenter? Quelle est votre activité professionnelle? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis commerçant, gérant de magasin. Et puis Oui. puis j'ai un peu d'appartement. Vous êtes? J'ai un peu d'appartement. Je fais un peu d'appartement, de la location. Vous êtes ce qu'on appelle un loueur professionnel? Non, 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 à titre personnel. Oui, j'entends bien, mais vous dites que j'ai un certain nombre d'appartements que je loue, si j'ai bien compris. Oui, oui. Bon. Et donc vous avez le statut juridique fiscal de loueur professionnel ou pas? Ben non. Bon, voilà, c'est une question qui est pas piège, hein, simplement. Fiscalement, vous vous déclarez comment? Ben, je déclare tous mes revenus. D'accord. Aux bénéfices industriels et commerciaux? Ben, non. Comment le produit des loyers que vous tirez de ces appartements est-il présenté fiscalement? Vous faites une déclaration de revenus purement et simplement, ou vous faites en plus une déclaration aux bénéfices industriels et commerciaux? Non, non, juste mes revenus, quoi. Oui, alors vous avez combien d'appartements? Bah parce que avec la société, j'en ai 4. Non, que vous C'est la portez, société. vous, personnellement, Oui. hors de la société. J'en ai 7. Vous les avez acquis neufs? Non, j'ai acheté un vieux corps de ferme et puis bon, il y avait déjà les bâtisses que j'ai divisées et j'ai fait des appartements. Bon, donc, parce que ça ressemble étrangement, que vous évoquez au travers de cette division d'un vieux corps de ferme réhabilité et que vous transformez en appartement, à l'opération immobilière qu'on va examiner là. Hein, Oui. Ça y ressemble, hein, voilà. Donc vous saviez déjà, à travers cette première expérience, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Oui. D'accord, voilà. Alors, il y a ces 7 appartements-là, et puis vous avez donc 4 autres appartements au travers de la SARL. Alors, ces 4 appartements, ils ont été eux aussi l'objet d'un aménagement préalable, ou ce sont des appartements neufs que vous avez achetés? Comment Non, c'est pareil, c'était une vieille marbrerie qu'on a achetée puis on a modifié pour faire 4 logements. Puis on a construit des garages à côté. Mmh. Quel est le montant approximatif de vos revenus? De moi? Oui. 1200 euros. Vous n'allez pas me faire croire ça, hein? Avec 11 appartements... Ah, en tout? Non, non, ouais, je pensais le salaire que je me faisais. J'ai 7 appartements, j'ai un revenu de 3000 euros par mois. Mmh. Et puis les 4 autres de la société, il y a 2200 euros. Oui, plus le magasin. Plus ma paye. D'accord. Bon, on arrive autour de 7000 euros, quoi, de revenus, au minimum. Non. Oui, 6005, 7000. Vous y connaissez en travaux, en Ben oui. BTP? Oui. Mais vous, comment? Bah parce que j'ai toujours bricolé. Oui, enfin, entre bricoler et assurer une mission de maîtrise d'œuvre, il y a quand même un fossé, monsieur. Bah, j'ai toujours travaillé avec mes enfants, j'ai 2 gamins, et puis ensemble, on a toujours... on sait le faire. Peut-être des questions complémentaires. Oui. Il y a des entreprises qui sont intervenues, bien sûr, sur le chantier. Non, aucune. Aucune? Vous avez tout réalisé de A jusqu'à Z? Vous, si je peux me permettre, je découvre un peu, mais vous en êtes à combien de constructions? Pas forcément que pour vous, mais vous avez participé à peu près à combien de constructions? J'ai déjà fait ma maison, on a déjà fait une dizaine de maisons, quand même. Ah oui. Avec les magasins, les appartements. Ah oui, d'accord. Oui, c'est du bricolage.
Ah oui, donc vous connaissez quand même la... Ouais, on travaille, oui. Mais quand vous travaillez comme ça, vous connaissez toutes les normes techniques les normes techniques du bâtiment, oui, c'est très compliqué tout ça. On va les chercher. Je demande tout ce qui est plomberie ou choses comme ça, chauffage, je demande où c'est que je vais me servir, les matériaux. Ils nous donnent les livres des normes. Pour l'électricité, pareil. Alors voyons maintenant comment a acheminé cette affaire. Alors, je vais m'aider de la citation directe, qui est extrêmement bien faite. Vous avez présenté une demande de permis de construire, alors par l'intermédiaire de votre architecte, portant sur la transformation d'un entrepôt en logement. Il s'agit, dans l'indication de cette demande de permis de construire, d'un seul logement, et d'un garage attenant, enfin d'un garage lié à ce logement. Il n'y avait pas d'erreur là-dessus, c'était un seul logement. Oui, c'était ça au départ. D'accord. Le 8 mars 2006, le permis de construire que vous sollicitez vous est délivré. Quelque temps après, le 11 juillet 2006, votre société va aviser EDF de la présence d'un poteau électrique, un pylône électrique, qui se situe dans l'emprise des lieux, plus précisément dans l'emprise du garage. Alors, ce problème-là est un peu bizarre parce que ça n'apparaît pas dans les documents que vous aviez adressés pour obtenir le permis de construire. Un pylône électrique, ça se voit. Comment se fait-il qu'il n'y était pas sur les plans? Un pylône, c'est incontournable, hein. Ça, moi, je savais pas qu'il fallait... Bon, déjà, c'est pas moi qui fais les plans. En plus, je sais pas s'il fallait... J'ai même pas fait attention qu'il fallait le mettre ou qu'il fallait pas le mettre, quoi. Soyez sérieux, si vous l'aviez mis, vous n'auriez pas eu le permis de construire. Parce que moi, tout le monde me disait, des gens qui me disaient, oui, de toute façon, si tu demandes un permis de construire, s'il a accepté, normalement, le poteau, ils vont le retirer, ils vont le mettre ailleurs, ils vont le déplacer. Moi, je pensais qu'ils allaient le déplacer. Du fait qu'en plus, qu'il était dans la parcelle que j'avais achetée. Bon, alors, ce 11 juillet, donc 3 mois après le début des travaux... Mais moi, le poteau ne me gêne pas, hein. Oui, enfin, il faut voir ce que vous en avez fait aussi. Moi, je leur ai dit, moi, il ne me gêne pas, hein. Il ne vous gêne pas. Bon, vous proposiez que le surcoût lié à la modification des lieux en rapport à ce pylône soit assumé par RTE. C'est ce que vous proposiez. Donc c'était RTE qui devait assumer le coût. Il y a un gars qui est venu une fois et puis il m'a dit comme quoi qu'il fallait que je dégage le poteau tout autour, de à peu près 1 mètre tout autour. Ouais. Et bon, je dis, je veux voir comment je peux faire, tout ça. Il m'a dit, on te dédommagera ce que ça coûte en plus, quoi. Et puis j'ai vu que ça, je pouvais pas. Bon. Je pouvais pas. Enfin, toujours est-il que vous avez continué les travaux. Et puis, alors, une dizaine de mois après, le 26 avril 2007, une patrouille des services de la police municipale de Saint-Dizier constate et va relayer l'information vers RTE de ce que vous avez construit votre garage avec encastré dans la toiture du garage le pylône électrique. Oui. Non mais on en rit, mais c'est... Comment vouliez-vous que ça soit acceptable, cette chose-là? Vous avez déjà vu des maisons avec un pylône électrique qui traverse le toit? Un arbre, oui. Oui, un arbre encore. Bon, expliquez-vous, là, sur la continuation des travaux. Comment? Ben, moi, après, moi, je pensais qu'ils allaient l'enlever, hein, le poteau. Moi, provisoirement, j'ai fait ça. Je dis, quand ils l'enlèveront, pour moi, je pensais qu'ils allaient l'enlever. Vous souhaitiez les mettre devant le fait accompli et les obliger à agir parce que c'était une situation qui était intenable en l'état.
Parce que moi, je pensais qu'ils allaient... Mais comment voulez-vous qu'ils l'enlèvent à ce moment-là? Une fois que vous avez construit votre garage autour d'un pylône électrique qui traverse le toit. Ils cassent, ils coupent. Ah, ils coupent. Mais moi, après, je leur ai dit, je lui ai dit, moi, vous pouvez le laisser, moi, il me dérange pas. Après, ils sont même venus voir pour le mettre à un autre endroit, dans la cour, un peu plus loin. Et je dis, vous pouvez le mettre ailleurs, si vous voulez. Mais moi, je pensais qu'ils allaient l'enlever, quoi. Ouais, vous vouliez les obliger vous vouliez les obliger à agir d'une manière ou d'une autre, quoi, en faisant ça. Non, pas du tout, non. Bon, écoutez, ça pouvait pas rester en l'état, cette situation. Avec un pylône au beau milieu d'une maison. Bon, sinon... Alors ensuite, il y a ce problème-là qui est resté en l'état, un certain temps. Et puis, au mois de novembre 2007, il y a un géomètre expert qui a par ailleurs établi un plan des lieux qui faisait apparaître que le bâtiment qui fait office de garage empiétait sur le domaine public. Oui, ça paraît, j'ai pas vu. Vous l'avez pas vu? Parce qu'il y avait des... Je sais pas si vous voyez sur les photos, on voit il y a des poteaux en béton qui délimitent la parcelle. Et moi, je me suis repris dessus et je pensais pas que c'était comme ça. Sinon, j'aurais pas fait comme ça. Bon. Après, quand ça a été fait, j'ai voulu... On m'a dit que j'étais sur la parcelle de la ville. Oui. Comme le petit boulot, je dis, vous avez qu'à me le vendre et puis ça évitera de... Puis ils n'ont pas voulu. Alors, le 26 mai 2008, la ville vous enjoint, sous un délai d'1 mois, de formuler des propositions pour une mise en conformité de votre construction. Hein. Alors, vous vous engagiez à faire un certain nombre de choses, mais le poteau électrique, qu'est-ce qu'il est devenu? Le poteau électrique est toujours là. Il est toujours là, d'accord. Et l'empiètement persiste. Je peux plus... D'accord. Alors, le 28 novembre 2008, le maire de la commune refuse l'attestation de conformité. Donc il y a un procès-verbal de constatation qui est dressé en vue d'engager une procédure judiciaire. Alors on revient un petit peu sur les différents objets de non-conformité, parce que là on a évoqué, mais il y en a d'autres de non-conformité. Premier point, la destination réelle des locaux, qui est différente de celle qui était prévue initialement. Alors initialement, comme je l'ai indiqué, je vous l'ai fait répéter, le permis de construire avait été délivré pour l'aménagement d'un logement. Bon. Et combien il y en a eu de logements? Il y en a eu 4. 4. Bon. C'est pas le hasard. Vous saviez dès le départ que vous alliez en faire 4. Au départ, non. Je voulais faire un grand truc. Mais bon, après, moi, comme je connaissais du monde qui me demandait les appartements, j'ai dit, du coup, je vais en refaire 4. Puis comme il y avait la place, parce que c'était vraiment grand. Et moi après, je dis, du moment que je change pas la longueur, la largeur du bâtiment, je dis, qui c'est qui va voir s'il y a 2 appartements, 3 ou 4. Moi, je pensais pas que... Parce que les fenêtres, j'ai tout fait pareil, tout l'extérieur, j'ai fait pareil. Il n'y a que l'intérieur que j'ai rajouté à la place d'une fenêtre, j'ai remis une porte. Vous pensiez que personne n'irait voir s'il y avait 1 ou 4 logements? Non. Mais dans votre idée, c'était plutôt 4. En plus, j'ai même demandé... Oui. Comment? En plus, j'ai même demandé à des gens qui travaillent à la ville, ils m'ont dit, de toute façon, à l'intérieur, on ne verra jamais vérifier. Voilà. Alors, voilà. Donc ça vous a rassuré? Et comme ça, oui. Bon. Mais votre projet, économiquement, il impliquait que vous en fassiez 4 logements? Même la ville qui m'a donné le permis, ils auraient dû voir que c'est vraiment grand quand même. Ah non, vous n'allez pas renvoyer ça sur les services de contrôle. Hein. Non. Élément suivant de non-conformité, l'empiètement des constructions sur le domaine public, la partie annexe, on l'a évoqué. L'empiètement, il est sur quelle surface? Oui, il n'y a pas vous avez mangé combien du domaine public? Je sais pas, pas beaucoup, 60 mètres carrés peut-être. Combien? 50 mètres carrés. 50 mètres carrés? Même pas. Attendez, 50 mètres carrés, c'est énorme. Non, mais en plus, ça fait je ne sais pas si vous voyez sur le plan, ça fait vraiment... C'était déjà plus propre de faire en alignement du bâtiment, du trottoir, quoi, que de faire un... Sinon, ça aurait fait un angle. Mais moi, j'ai pas vu ça, ou sinon, j'aurais pas fait comme ça.
C'est pas une petite erreur de conception du bâtiment, ça? C'est le long du trottoir, hein, c'est la clôture. Hein. D'accord. C'est pas le bâtiment qui est dessus. Hein. D'accord. Si, une partie du garage. Alors, l'égout du toit était normalement positionné à 4,10 m de hauteur. Il se situe désormais à 4,50 m. Quelle explication? Bah, j'ai monté un peu plus haut qu'une pente. Pour quelle raison, un peu plus haut? Bah, pour faire une dalle et puis faire un autre étage. Alors, vous savez que vous encourez des peines importantes, mais également la destruction de l'ouvrage en ce qu'il n'est pas conforme. Hein. Alors, vous prenez ça, bon, c'est bien de le prendre sous forme du sourire, bon, mais derrière le sourire, il y a d'autres problèmes. Hein. C'est si une commune ne maîtrise pas son urbanisme, ne maîtrise pas les constructions qui sont faites sur son territoire, au bout d'un certain temps, la ville va devenir, ou le village va devenir invivable. Toutes ces règles d'urbanisme, ces règles de construction, elles ont un sens. Seul, on peut se dire quel est l'intérêt, mais elles font système quand on les met toutes ensemble. Et là, vous n'avez pas respecté des règles essentielles. On vous aurait jamais délivré un permis de construire si on avait su ce qu'il allait advenir. Ça, c'est clair. Bon, est-ce qu'il y a des questions à poser? Madame le procureur? Juste une précision. La surface au sol du bâtiment sur lequel vous avez construit ces appartements est de combien? La surface fait 200 mètres carrés. Donc vous entendiez sérieusement solliciter un permis de construire pour un appartement de 200 mètres carrés? Avec l'espoir tout à fait réaliste de le louer à Saint-Dizier. Vous pensiez le louer combien, cet appartement de 200 mètres carrés? Au moins 700 €. Et les 4 appartements vous rapportent combien? Les 4, 2002. Et vous affirmez que vous aviez uniquement le projet de location d'un seul appartement au départ? Au départ, c'était ça. Je voulais faire un beau truc, mais bon. Vous avez bien conscience que vous avez tout faux, là? Que vous êtes en parfaite infraction avec... dès le départ? Oui? D'accord. Bon, écoutez, vous pouvez aller vous asseoir, monsieur. Merci. Alors, la partie civile a la parole. Tout a été dit, oui. Tout a été dit, donc d'accord. Je ne pense pas que ce soit la peine de reprendre. Très bien. Alors, le parquet a la parole. Très rapidement, Monsieur le Président, parce que je crois que nous sommes en présence d'un cas d'école en matière de manquement aux règles du Code de l'urbanisme. Les faits, finalement, ne sont absolument pas contestés. À mon sens, il a complètement anticipé les choses, c'est-à-dire anticipé toutes les décisions administratives parce qu'il avait un projet, qu'il souhaitait se tenir à son projet et que c'était ce projet qui était prioritaire par rapport aux dispositions du Code de l'urbanisme. Si tout devait se faire selon les désirs des particuliers, beaucoup de choses seraient modifiées dans notre quotidien. Donc je vous demanderai d'entrer en voie de condamnation, de le condamner à titre de peine principale à la mise en conformité de cette construction sous astreinte de 50 € par jour de retard. Merci Madame le procureur. La défense, maître. Monsieur le Président, j'interviens en faveur de monsieur et de la société. Alors il y a un problème essentiel que vous avez soulevé immédiatement, qui a occupé la partie principale des débats, me semble-t-il, c'est ce problème du poteau électrique. Alors qu'en est-il de ce poteau? Ce poteau, et cette construction autour du poteau en tout cas, elle a fait l'objet d'un permis de construire. D'un permis de construire qui a été délivré au vu de documents qui ne sont absolument pas frauduleux. Il n'y a aucun faux qui a été produit devant les services municipaux, absolument rien. Donc il a été délivré par des professionnels, en plus avec l'avis de la société qui exploite les réseaux électriques, c'est-à-dire avec l'avis de RTE. Donc que RTE vienne nous dire ensuite
qu'elle n'avait pas vu qu'elle avait son propre poteau qui était placé au milieu du plan qu'on lui a soumis, c'est quand même un comble. Donc moi je veux bien qu'on fasse des reproches. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont des responsabilités à assumer dans cette affaire. Donc on a un permis de construire qui est valable et une construction conforme au permis de construire. Donc on ne peut pas avoir de poursuite concernant la construction autour de ce poteau électrique. Alors en ce qui concerne le reste, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a 4 logements au lieu d'un. On nous dit que c'est un changement de destination. Non, ce n'est pas un changement de destination parce que les logements sont toujours à usage d'habitation. Qu'il y en ait 1 ou qu'il y en ait 4, l'usage c'est toujours l'usage d'habitation et il n'y a pas de problème de destination. Alors ensuite, sur l'empiètement des garages. Alors là aussi, effectivement, il y a un empiètement sur la voie publique. Simplement, cet empiètement n'est absolument pas intentionnel. Quand vous regardez la conformation des lieux, la configuration des lieux, vous voyez que les constructions ont été faites en limite de trottoir. Donc il y avait un petit décrochement initialement, et monsieur n'a pas vu ce décrochement, et il a construit en limite de trottoir. Donc il n'y a aucun préjudice. Et il a immédiatement proposé à la mairie de racheter cette partie du domaine public. Sur ce point de vue-là, je voudrais dire également que personne n'est parfait en la matière, parce que monsieur a d'autres propriétés, et sur l'une de ces propriétés, la même mairie qui le poursuit aujourd'hui a construit un mur en empiétant sur sa propriété privée. Donc, sincèrement, on peut faire des erreurs. Là, en l'occurrence, on ne démontre aucun préjudice. Si, on nous dit qu'il a mis 4 appartements dans une construction qui au départ était prévue pour un seul occupant, donc ça génère des frais supplémentaires au niveau des transports, etc. Certes, ça génère des frais supplémentaires, mais ça génère également des ressources supplémentaires. Parce qu'il y a des taxes qui sont payées, il y a des factures d'eau qui sont payées, donc tous les frais supplémentaires qui sont générés sont compensés, bien entendu, largement compensés par des taxes et factures qui sont réglées par les occupants de ces appartements. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci maître. Au niveau du délibéré, on rend aujourd'hui ? On rend aujourd'hui ? Donc le délibéré sera rendu en début d'après-midi. Très bien, l'audience est suspendue. Le tribunal, levez s'il vous plaît. Et votre téléphone. Voilà, l'audience est reprise, vous pouvez vous asseoir. Alors, concernant Bruno et la SARL, le tribunal déclare ces 2 personnes, personnes physiques et personnes morales, coupables des faits qui leur sont reprochés, décide de l'ajournement de la peine les concernant l'un et l'autre. Alors, il est évident que dans le délai de cet ajournement de peine, les 2 prévenus, enfin Bruno et la SARL, qui est son émanation, doivent faire en sorte de procéder aux remises en conformité qui s'imposent. La peine sera fonction des diligences à procéder de la sorte. Alors, sur l'action civile, le tribunal reçoit la commune de Saint-Dizier en sa constitution de partie civile et condamne à titre solidaire Bruno et la SARL à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.